Bonjour, nous sommes le samedi 29 mai 2021 et vous avez peut-être remarqué que je fais souvent des vidéos en fin d'après-midi du samedi et c'est pour une raison que je vous ai déjà signalée, c'est que depuis le mois de janvier, le samedi après-midi, de 16 à 17, 18 heures, je discute mathématiques avec une mathématicienne, informaticienne chinoise qui travaille à l'université de Picardie à Amiens. Et je vous ai déjà dit, c'est parce qu'elle m'a abordé il y a un peu plus d'un an en me disant écoutez, je crois on pourrait faire des choses ensemble et je n'avais pas le temps à l'époque et on le fait maintenant. Et donc on avance très bien. Avant de vous parler de ce dont je voudrais vous parler, que je vais appeler ça de l'importance du temps en recherche fondamentale. Bon, deux remarques quand même. Il y a sur mon blog depuis ce matin une lettre au bienheureux François Ruffin par Thomas Sopic. Je vous recommande de lire ça et si ça vous plaît de le diffuser. Ça c'est la première chose. Et moi aussi, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps à propos du nouveau film de François Ruffin. Celui qu'il a fait avec voilà, essentiellement des dames qui travaillent dans le domaine de l'aide à la personne. Et quand ça sortira, moi je l'ai vu un peu en avant-première, quand ça sortira, je vous montrerai la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. La deuxième chose, deuxième petite remarque comme ça, très très rapide, je ne parle pas beaucoup des États-Unis en ce moment, il se passe des choses qui sont vraiment typiquement américaines, c'est-à-dire qu'un personnage comme Trump, il ne sera pas rattrapé par des grandes commissions, comme on a vu, l'impeachment et des machins comme ça, tout ça c'est des trucs qui demandent des majorités de 60%, de 2 tiers, des machins comme ça, et du coup ça ne donne absolument rien. Mais il est en train de se faire rattraper au tournant par une multitude de procès qui lui tombent d'absolument partout. Non pas qu'on lui en veuille particulièrement sur ce plan-là, la plupart de ces procédures ont débuté sous sa présidence, et ça c'est simplement parce qu'il est tellement en infraction sur tellement de choses, mais ça va finir par le rattraper. Alors, sur la question voilà, de l'importance du temps en recherche fondamentale, c'est une réflexion qui m'est venue à partir de l'expérience donc de faire ces séances une fois par semaine avec une mathématicienne, à partir de ce livre paru en 2009. Et elle vient de me demander de faire la chronologie exactement de ce livre. Alors je voulais expliquer que la première chose que j'ai commencé à faire, c'était vers 84, 85, 86, c'était m'intéresser en fait à l'œuvre de Pierre Duhem qui avait fait une histoire extrêmement détaillée de la physique à partir du Moyen Âge jusqu'au temps contemporain. Et avec l'originalité du travail de Duhem, c'est essentiellement la manière dont il a compris ce qui s'est passé véritablement à la Renaissance. Et ça m'avait intéressé, ça connectait véritablement avec ce que je découvrais dans la pensée de Kojève, de Alexandre Kojève, le philosophe, qui parle pas essentiellement de ça. Il a consacré un article à des questions ces questions d'astronomie et de modélisation, mais c'est juste un article en passant. Sinon, moi j'ai connecté ça avec les 3 volumes de sa Histoire de la philosophie païenne, voilà, les 3 volumes de Kojève, que j'ai complètement lu et annoté. Et donc ça se termine avec le néoplatonisme, donc dans les premiers siècles. Il n'y a pas de connexion avec la période véritablement dont parle Duhem, mais la connexion s'était faite dans ma tête sur ce thème de la création, de l'invention de cette notion que nous appelons réalité objective. Et donc ça, c'était en fait les premières choses que j'ai écrites dans ce livre, comment la vérité et la réalité furent inventées. Ensuite, je me suis intéressé tout particulièrement à Lévi-Brühl. J'étais tout à fait frustré par ce que
parce que Lévi-Strauss avait écrit dans 2 volumes en 1962, l'un qui s'appelait Le totémisme aujourd'hui et l'autre qui s'appelait La pensée sauvage. Je trouvais ça très très frustrant qu'il était passé complètement à côté de phénomènes de pensée tout à fait importants, essentiellement à mon avis parce qu'il avait sans doute le sentiment que Lévi-Brühl avait été arrivé tout près de la bonne réponse, qu'il s'était rapproché très très fort. Et j'ai le sentiment que Lévi-Strauss était très possessif sur ce qui était l'anthropologie. Et que l'idée qu'un philosophe aurait pu résoudre une question vraiment fondamentale en anthropologie, ça lui plaisait pas vraiment. Mais donc j'ai repris à partir de ça. Et donc ça c'est dans les années 86-87 que je me suis intéressé à Lévi-Brühl et que j'ai le sentiment d'avoir résolu cette question de la mentalité primitive, dans une réflexion qui était une réflexion là aussi de type mathématique. L'article que j'ai publié à l'époque, c'est quelque chose du genre pensée de Lévi-Brühl et intelligence artificielle. Voilà, tout ça connecté dans ma tête. Et en fait, j'essayais de tester certaines hypothèses en utilisant le langage informatique Prolog, certaines de ces questions de mentalité primitive. Et puis finalement, donc en 97, je me suis retrouvé aux États-Unis avec ce prix, si on veut, de l'Université de Californie à Irvine. Et là, j'ai eu une année pour faire vraiment ce que je voulais en termes de réflexion. Et là, je me suis intéressé donc au fondement des mathématiques et à m'attaquer à la démonstration par Gödel de son deuxième théorème d'incomplétude, celui sur l'incomplétude de l'arithmétique. Et là, j'ai déjà dit à l'époque, quand je fais ça, 97, 98, il y a un dialogue qui s'instaure avec des mathématiciens, des philosophes des mathématiques, et ils ont envie de dire que je me trompe. Ils ont envie de dire que je me trompe, mais ils n'ont pas ce qui me frappe, c'est qu'ils n'ont pas la méthode. Ils ne savent pas exactement comment il faudrait le dire. Et maintenant, a posteriori, je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas la boîte à outils. Ils n'ont pas les outils qui leur permettraient de me répondre sur le plan où je me trouve. Et sur ce plan où je me trouve, en fait, il y avait déjà quelqu'un. Il y avait déjà quelqu'un qui était passé, c'était Wittgenstein, le philosophe Wittgenstein, qui avait critiqué ce que faisait Gödel. Et là, la réaction avait été unanime, et nous en reparlions cet après-midi. Tout le monde a dit Wittgenstein ne comprend pas du tout ce que Gödel faisait. Et là, bon, j'ai marché sur les pas de Wittgenstein et j'ai montré les erreurs qui se trouvent chez Gödel. C'est avec peu d'assurance que dans les années 97, je disais il y a vraiment des erreurs grossières chez Gödel. Maintenant, quand j'ai une mathématicienne qui me dit c'est formidable que vous ayez trouvé ça et qui me le montre pas à pas en quoi ma démarche révolutionne un petit peu la manière dont les mathématiciens eux concevaient ça. Là ça me conforte. Je veux dire, il y a quelqu'un vraiment de l'intérieur qui travaille sur ces questions-là depuis une vingtaine d'années et qui me prouve, en fait, qui traduit dans le langage des mathématiciens ce que j'ai dit. Je dirais, elle fait un peu l'interprète, elle l'écrit dans un langage tel que maintenant ils vont devoir absolument comprendre ce que je raconte. Et là, comme petite vignette, voilà, comme image pour la vidéo, je vais utiliser quelque chose qu'elle m'a montré tout à l'heure. C'est le blog qu'elle fait en chinois. Où elle produit de manière systématique une traduction en chinois de ce livre-là. Bon. Alors tout ça, c'est des choses que je vous ai déjà plus ou moins racontées de cette manière-là, mais il y a un élément de plus. Je résume quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai un livre avec des choses
qui sont terminés. Un livre que j'ai écrit en fait entre 85 et 97, que j'arrive pas à publier. J'arrive pas à publier, on ne sait pas qui je suis, voilà, on ne publie pas ce genre de livre, etc. Et alors elle me dit tout à l'heure, elle me dit, mais pourquoi est-ce qu'on le publie finalement en 2009? Et alors je dis, ben, il faut regarder là, il faut regarder ce qui est écrit en petits caractères sur la couverture en bas là, il faut regarder ce qui est écrit là. Et qu'est-ce qui est écrit là? Il est écrit Paul Jorion a atteint la notoriété ces dernières années pour ses commentaires sur la crise financière. Donc, pourquoi est-ce que Gallimard publie ça? Je ne dis pas que Gallimard n'aime pas cet ouvrage. Après, une fois qu'ils ont vu le manuscrit, ils se sont enthousiasmés. Et je remercie en particulier Pierre Nora, Marcel Gauchet, Olivier Salvatori, qui se sont enthousiasmés pour ce manuscrit. Mais la demande au départ, c'est: est-ce que vous avez encore des textes sur la crise des subprimes qu'on puisse publier chez Gallimard? Et alors là, je dis non, tout ça est en train d'être publié, mais j'ai des manuscrits à la tonne que je peux encore vous montrer. Et c'est comme ça que c'est publié. Donc en 2009, par rapport à des trucs qui sont terminés depuis 97. Mais je sais depuis 97 que je n'ai pas d'interlocuteur pour ces trucs-là, que j'ai pas d'interlocuteur, que j'aborde les questions d'une manière que avant moi, Wittgenstein avait abordé, mais avec la réponse, il n'y comprend absolument rien. Moi, j'ai en face les gens qui pourraient critiquer ça. Et quand on parle, si on me disait vous n'y comprenez absolument rien, là, je leur réponds. Ah, je dis non, mais ceci, cela. Et là, ils ne peuvent pas dire oui, vous n'y comprenez absolument pas rien, parce que ça ils ne peuvent pas le nier, je le comprends. Ils ne comprennent pas les conclusions que j'en tire, ça c'est une autre affaire. Et donc j'en suis là hier, quand je reçois un message qui me fait très plaisir. C'est une dame, d'après les photos qu'on voit d'elle sur le site de sa compagnie et ailleurs, c'est quelqu'un qui doit avoir, à mon avis, 25 ans, quelque chose de cet ordre-là. Elle dirige une entreprise d'intelligence artificielle en Italie, du côté de Milan, et elle me dit, nous essayons de produire quelque chose de neuf en intelligence artificielle, nous voulons repartir de la psychanalyse. Bon, et nous avons compris, le professeur Machin nous a dit qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'occupait de ça depuis un certain temps, et c'est vous. Voilà. Est-ce qu'on peut envisager un partenariat? Bon, j'ai dit oui, on peut discuter. On peut discuter de ça, et nous allons effectivement avoir une discussion sur Zoom, je ne sais quoi, un de ces jours. Et là, ma question du temps. La question du temps, elle vient d'un commentaire qu'elle a fait tout à l'heure. Je lui montrais un texte qu'elle ne connaissait pas. C'est ce texte qui est apparu en 1987 et qui s'appelle, un texte que j'avais écrit pour la revue Lannes, la revue de psychanalyse. Voilà, c'était un magazine en fait de trucs assez populaires. On parlait beaucoup de littérature, cinéma, etc., philosophie. Et moi, j'avais la chronique anthropologie, mais là, ce n'était pas dans le cadre de la chronique anthropologie, c'était le cadre d'un numéro spécial sur l'intelligence artificielle, qui est un domaine où je connaissais des choses, mais voilà, en extérieur, je n'étais pas encore chercheur en intelligence artificielle, et j'ai écrit cet article qui s'appelle ce que l'intelligence artificielle devra à Freud. Voilà, on est en 87, et quelques mois plus tard, je rencontrerai ce monsieur Robert Lingard qui me dira j'aimerais bien que vous vous joigniez à l'équipe d'intelligence artificielle que je suis en train de monter à British Telecom. Et dans le message que cette jeune femme m'écrit hier à propos de ce texte de 1987, elle n'emploie pas l'expression de tournis, mais c'est ça qu'elle dit. Elle dit en lisant ce texte, j'ai le tournis. Il y a quelque chose d'à la fois excitant et très perturbant dans le fait que ce texte, qui correspond à des choses que nous faisons en ayant le sentiment d'être des innovateurs, j'ajoute ça entre parenthèses, que ce texte a été écrit en 1987, et je me doute qu'en 1987, non seulement il n'est pas né, mais il est encore très loin de cette jeune personne d'être né. C'est une autre époque. Et là, donc, ça pose la question, justement, c'est ça le thème dont je voulais parler, le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour une idée du type changement de paradigme, c'est-à-dire qui dit on
on est dans une voie de garage. Si on veut relancer l'affaire, il faut faire un pas en arrière, revenir à la bifurcation et prendre l'autre voie. Celle qui ne paraissait pas tellement prometteuse, et il faut la reprendre maintenant. Et ça, le pas en arrière, il prend du temps. Il prend du temps, et c'est pas simplement d'être, je sais pas, entre guillemets, d'être en avance sur son temps. La preuve m'a été faite hier. Les gens qui peuvent comprendre ce que vous dites, ils sont peut-être même pas encore nés. Et il faut attendre non seulement qu'ils naissent, mais il faut attendre qu'ils deviennent, qu'ils aient l'âge suffisant pour arriver à des idées comme les vôtres et pour que ce dialogue puisse avoir lieu. J'ai la chance, voilà, maintenant que dans un second domaine, le premier étant donc les fondements des mathématiques et l'autre, l'approche un peu particulière, non, assez particulière que j'avais abordée en intelligence artificielle, de trouver des interlocuteurs. Et ça, bon, c'est une leçon pour les gens qui font de la recherche maintenant et qui peuvent... dans la conversation tout à l'heure, je crois que Yulin ne m'en voudra pas de mentionner des moments d'abattement qu'elle a eu, justement de chercher dans cette voie qui conduisent d'autres à dire, enfin ceux qui sont sur la voie de garage en fait, à dire vous comprenez pas le problème, alors que non, la question qui se pose c'est justement que c'est eux qui n'ont pas compris. Enfin, si, ils ont compris une ancienne conceptualisation du problème, mais qui a épuisé ses ressources, qui n'a plus rien à offrir. Alors voilà, j'ai voulu faire cette vidéo essentiellement comme un message d'encouragement à tous ceux qui sont là, qui ont le sentiment qu'ils tiennent le bon bout dans une recherche de type scientifique et qui ne trouvent pas d'interlocuteur. Dans certains cas, au moins, les interlocuteurs ils viendront, mais il faut parfois attendre, vous devez peut-être attendre qu'ils soient d'abord nés et puis qu'ils apprennent des choses à l'université. Voilà, allez, à bientôt.